Quand j'étais enfant, mon père me disait de ne pas m'inquiéter de faire des erreurs, parce que les erreurs sont une opportunité de s'améliorer. Vous tirez des leçons de l'expérience, puis appliquez ce que vous avez appris pour avancer. Certaines erreurs sont si dévastatrices et destructrices qu'il n'y a pas de retour en arrière, pas d'apprentissage et pas de correction. Nous ne pouvons que regarder avec horreur alors que tout se désintègre lentement. En 1999, le travailleur nucléaire japonais Hisashi Uchi et ses collègues ont commis une erreur lorsqu'ils travaillaient à la compagnie de conversion de combustible nucléaire à Tokai. Cette erreur conduirait à ce que Uchi soit alité et incapable de bouger pendant 83 jours, où il subirait une série effrayante de blessures et de maladies de plus en plus douloureuses qui causeraient sans la décomposition lente de son corps alors qu'il était encore en vie, le laissant dans un état constant de douleur intense et de souffrance. C'est son histoire. Le matin du 30 septembre, 3 techniciens nucléaires japonais nommés Hisashi Uchi, Yutaka Yokokawa et Masato Shinohara sont arrivés à l'installation de conversion de combustible nucléaire JCO à Tokaimura pour leur journée de travail. L'usine JCO fabriquait des barres de combustible pour centrales électriques. Elle ne produisait pas d'énergie. Ils ont converti l'hexafluorure d'uranium en dioxyde d'uranium. Ce serait le premier lot de combustible de l'usine de Tokaimura en 3 ans. En conséquence, il n'y avait pas de personnel spécialement formé pour ce rôle, et les techniciens qui se trouvaient un temps disponibles à ce moment-là remplissaient ce rôle. La procédure approuvée consiste à dissoudre la poudre d'uranium dans de l'acide nitrique dans le réservoir de dissolution. Ce mélange pur est ensuite pompé dans un plus grand réservoir tampon de stockage. Il serait ensuite lentement transféré dans un grand réservoir, ou celui de précipitation, où il pourrait être agité mécaniquement. La conception du réservoir tampon empêchait le carburant de devenir critique grâce à sa forme cylindrique haute et au mélange encore imparfait. Le but de cette conception était de contrôler le flux de mélange dans le plus grand réservoir de précipitation pour empêcher le mélange de devenir critique lorsqu'il était agité mécaniquement. La concentration d'uranium en poudre approuvée pour ce processus était de 5%. 3 ans avant cette date, la société JCO avait modifié la procédure officielle afin que la solution de nitrate d'uranyle puisse être fabriquée à la main dans des seaux en acier inoxydable plutôt que de placer les ingrédients dans le réservoir de dissolution. C'était illégal et contraire aux réglementations gouvernementales, mais n'avait jamais conduit à des accidents en raison de la faible concentration d'uranium utilisée. Quand les 3 travailleurs sont arrivés, l'usine accusait déjà 2 jours de retard sur le calendrier de livraison des barres de combustible nucléaire. L'entreprise a mis la pression sur le personnel pour accélérer la procédure, poussant les techniciens à modifier davantage le protocole. Ils mélangeaient maintenant la solution de nitrate d'uranyle dans des seaux en acier et la versaient directement dans le grand réservoir de précipitation. Ils utilisaient une concentration d'uranium très élevée pour créer le combustible le plus vite possible. Vers 10h35, après que le réservoir de précipitation a atteint 40 litres de solution de nitrate d'uranyle hautement concentrée, l'alarme de radiation a retenti et les 3 travailleurs ont signalé avoir vu un flash bleu, comme la radiation de Cherenkov signalait que le mélange générait assez de chaleur pour démarrer une réaction en chaîne nucléaire auto-entretenue et envoyer des salves de radiation gamma et neutronique. Uchi a absorbé la dose de radiation la plus élevée, car il avait son corps pressé contre le réservoir pour aider à verser, tandis que Shinohara se tenait sur une plateforme versant le liquide dans le réservoir.
Yokokawa, assis à un bureau proche, a reçu la plus faible dose de radiation. La limite de sécurité internationalement reconnue pour les radiations par personne et par an est de 20 millisieverts. La dose considérée comme mortelle est de 5000 millisieverts. Uchi a reçu 17 000 millisieverts de radiation, 3 fois la quantité considérée comme mortelle. 10 000 et Yokokara 3 000. Presque immédiatement, Uchi et Shinohara ont ressenti des vagues de douleur et de nausées, et tous deux ont eu du mal à respirer, et les 3 hommes se sont enfuis vers un vestiaire proche où Uchi a vomi et s'est évanoui. Les 3 hommes et ce combien ont été hospitalisés. Uchi et Shinohara, les plus irradiés, ont été rapidement transférés à l'hôpital de l'université de Tokyo, mieux équipés en personnel qualifié, installations modernes et traitements de pointe. Quand les infirmières ont pris en charge Orochi, elles ne pouvaient croire qu'il avait reçu une dose mortelle de radiation. Le médecin m'a amené du bas vers le haut et j'étais en soins intensifs et je suis entrée dans la salle sur une civière, tel un patient d'hôpital. J'ai pris un coup de soleil d'un seul coup. J'ai dit que mes mains étaient très enflées à cause de la ceinture et que ça faisait mal. Il était aussi alerte, bavard et amical. Une infirmière a mentionné qu'il pourrait éventuellement avoir son congé le jour même. Je me demandais à ce moment-là si je pourrais sortir de l'hôpital sans mourir. Les résultats des tests ont révélé le véritable problème. Le corps humain est maintenu par une fonction de nombreux types de cellules, différentes qui sont éliminées ou excrétées, puis remplacées par une nouvelle cellule. Nos chromosomes contiennent les instructions pour reproduire tous les types cellulaires. Les instructions sont incroyablement importantes. La réplication cellulaire est impossible sans elles. Quand les médecins ont analysé les tests de Uchi, ils ont réalisé l'étendue et l'importance du problème. Les chromosomes normaux peuvent être arrangés et identifiés assez facilement, mais les chromosomes de Uchi avaient été décimés par les radiations, les laissant désorganisés, mal formés, mutés et dans certains cas fusionnés. Les radiations avaient littéralement déchiré son acide désoxyribonucléique et l'avaient même brouillé au point que les instructions cellulaires n'étaient plus utilisables à l'intérieur de son corps. Bien que son corps ne pouvait plus produire de nouvelles cellules, il avait encore un stock de cellules créées avant que les radiations n'aient endommagé ses chromosomes. Cela expliquait son apparence extérieure saine. Quand cette réserve de cellules s'est épuisée, le véritable cauchemar d'Uchi a commencé. Le nombre de globules blancs d'Uchi a chuté à 10% de ce qui est considéré comme normal et sain, le rendant très vulnérable aux infections virales et bactériennes. Pour éviter cela, il a été transféré en salle stérile. Le docteur Mayakawa était le médecin en charge de l'équipe qui essaierait de sauver la vie d'Uchi. Leur première priorité était l'incapacité d'Uchi à générer de nouvelles cellules. Sans cela, sauver la vie d'Uchi serait impossible. Après discussion, le docteur Mayakawa a suggéré d'essayer une nouvelle procédure expérimentale, la transplantation de cellules souches du sang périphérique. C'est une procédure dans laquelle les cellules souches saines sont prélevées chez un donneur puis administrées par voie intraveineuse au patient. Les cellules migrent vers la moelle osseuse, remplacent celles endommagées, permettant à la moelle de recommencer à créer des cellules saines. Le seul problème était que le donneur devait être un bon match pour Uchi et ils ont donc commencé à tester des donneurs potentiels. Heureusement pour Uchi, sa sœur était un match parfait et donc des cellules saines ont été prélevées chez elle et administrées à lui par voie intraveineuse. Il faudrait 10 jours avant que l'équipe ne sache si le traitement fonctionnait. Sachant que les chances de succès étaient en minces et que la famille était susceptible de s'accrocher à tout espoir ténu, le docteur Mayakawa a permis à la famille de voir Uchi quotidiennement dans l'espoir que voir son déclin rapide les aiderait à accepter la réalité de ce qui se passait. Il a fait des efforts pour accepter la vérité. C'est une décision difficile à prendre, n'est-ce pas?
C'est un grand changement causé par d'énormes radiations, donc même à vue, c'est une vérité que nous devons accepter comme elle est. Je vous remercie de m'avoir regardé tous les jours. Uchi semblait soit dans un état de déni, soit inconscient de sa condition. Il a demandé à l'infirmière si une exposition à de telles radiations pouvait entraîner une leucémie ou une maladie similaire, démontrant qu'il ne comprenait pas qu'il était peu probable qu'il vive assez longtemps pour que la leucémie le tue s'il la contractait. Au cours des prochains jours, Uchi se détériorerait car ses réserves de cellules cutanées étaient rapidement épuisées. Alors que sa peau perdait son élasticité et sa solidité, elle commençait à tomber. Le personnel a remarqué que retirer du ruban médical arrachait de gros morceaux de peau du corps d'Uchi. Le médecin a alors cessé d'utiliser du ruban médical sur sa peau. Parfois, Uchi avait du mal à respirer car du liquide commençait à s'accumuler dans ses poumons. L'équipe a envisagé de le mettre sous respirateur, mais après l'avoir vu dire à sa femme combien il l'aimait, ils ont décidé d'attendre et de leur laisser à tous les deux un peu plus de temps pour parler. Uchi-san, probablement à ce moment-là, a dû ressentir une douleur incroyable dans tout son corps et il a probablement eu du mal à parler. Il disait qu'il était épuisé et avait du mal à parler, c'est ce que je pense. Il a dit à sa femme avec un sourire et une voix douce « Je t'aime » en plaisantant un peu. Mais je pense que ce sentiment est bien passé. C'est dur pour nous, n'est-ce pas ? Cependant, cela serait de très courte durée car le lendemain, Uchi ne pouvait plus respirer et il a été intubé et a reçu une assistance respiratoire. Bien que le sort d'Uchi était incertain, le personnel comprenait que ses chances de survie étaient en minces et qu'il était très probable qu'il se détériore. La famille venait tous les jours et chaque jour, il pliait une grue en papier. Voulait mettre une grue à son chevet mais le risque d'infection était trop grand. Dix jours après qu'Uchi ait reçu les cellules souches de sa sœur, le docteur Mayakawa a convoqué une réunion pour discuter des résultats des tests. Tout le monde espérait voir les chromosomes de sa sœur vivre à l'intérieur de ses cellules sanguines. Alors qu'ils regardaient dans le microscope ces cellules sanguines, ils ont vu 2 points rouges, ce qui signifiait que les cellules de la sœur étaient vivantes et en bonne santé. Uchi était la première personne au monde à recevoir ce traitement, et cela avait fonctionné. Dans les jours suivants, son taux de globules blancs continuerait à augmenter jusqu'à la normale, réduisant considérablement le risque d'infection. Une semaine plus tard, la peau d'Uchi a commencé à se détériorer à nouveau, et une endoscopie des intestins d'Uchi a confirmé la pire crainte du docteur Maekawa. Les membranes muqueuses d'Uchi étaient devenues blanches et tombaient, signalant qu'elles étaient mortes. Les membranes muqueuses sont responsables de l'absorption des nutriments et des liquides des aliments. Cela signifiait que Uchi ne pourrait pas retenir l'eau et les nutriments. À ce stade, Uchi était devenu hostile envers le personnel et a dit qu'il voulait juste rentrer chez lui. Dans une tentative d'obtenir des réponses, l'équipe a examiné à nouveau le sang d'Uchi. Cette fois, au lieu de voir les cellules saines qu'ils avaient vues auparavant, ils ont vu des cellules mutées qui avaient été corrompues par les radiations à l'intérieur du corps d'Uchi. Le corps d'Uchi avait absorbé tellement de radiations lorsqu'il a été exposé qu'il avait endommagé les cellules transplantées de sa sœur, même s'il n'y avait plus de source de radiation ici. L'équipe médicale et la famille d'Uchi étaient dévastées. Peu de temps après, Uchi a commencé à ressentir des douleurs et des inconforts gastro-intestinaux, alors que son corps excrétait 3 litres de diarrhée chaque jour. Après 3 semaines, ses intestins ont commencé à saigner à l'endroit où la muqueuse était morte et s'était détachée. Il est rapidement devenu nécessaire de donner à Uchi des transfusions sanguines, médicaments. Certains jours, on lui donnait 10 transfusions en une seule journée.
L'équipe a essayé une variété de médicaments pour aider à améliorer certains des symptômes, mais aucun ne restait assez longtemps dans son système à cause de la diarrhée et des saignements. Uchi a ensuite été transféré dans un lit spécialisé pour les grands malades. Un lit qui s'incline pour améliorer la circulation systémique et pour prévenir l'accumulation d'escarres sur sa peau. Après la chute de la peau d'Uchi, il a rapidement perdu des fluides. Il perdait environ 10 litres de liquide corporel, quotidiennement remplacé par perfusion. Fluides. Dans un effort pour essayer de conserver les quelques couches de peau qu'il restait à Uchi, le personnel médical a enveloppé presque tout son corps de gaz médical, espérant que cela maintiendrait la peau en place et l'aiderait à retenir les fluides. Mais cela n'a pas aidé. Sa peau pleurante et saignante exudait abondamment et les bandages étaient complètement trempés de sang et de fluide en seulement quelques heures. Chaque jour, il se teint de plus en plus. Cela prend environ une demi-journée, n'est-ce pas? Toute la matinée, entouré par le docteur Takuzan, il s'occupe de sa peau. C'est vraiment douloureux. Beaucoup pour le faire dormir. C'est vraiment douloureux juste de le regarder. Parce que ses paupières étaient principalement tombées, l'œil d'Oishi devenait sec et saignait, et en raison du niveau de douleur qu'il ressentait, on lui donnait de fortes doses de narcotiques pour l'aider à dormir et soulager la douleur. Le docteur Mayakawa a parlé à la famille d'Oishi pour leur dire qu'il était très peu probable qu'il s'améliore et qu'il pourrait encore empirer. La famille lui a demandé de faire tout ce qu'il pouvait pour sauver la vie d'Oishi, mais la seule chose qu'il lui restait à essayer était de massives greffes de peau à partir de peau cultivée en laboratoire. Le docteur Mayakawa espérait que si la peau prenait, alors cela aiderait à maintenir les fluides et leur donnerait du temps pour trouver d'autres moyens de l'aider. Malheureusement, en raison du volume important de fluide perdu par les zones exposées de son corps, les greffes de peau n'adhéraient pas et elles tombaient rapidement. Il est évident pour tout le monde que les chances d'aider sont extrêmement faibles. Cependant, personne n'a vraiment dit quoi que ce soit à propos de... Mais je pense que tout le monde ressentait la même chose. Si quelqu'un disait ça, Deux mois s'étaient écoulés depuis l'admission initiale de Uchi. Il avait subi de multiples transfusions sanguines, des greffes de peau, on lui avait fait des transplantations de cellules souches, il respirait à l'aide d'un respirateur mécanique. Sa peau avait pourri, ses yeux ne pouvaient pas se fermer, même lorsqu'il dormait car il n'avait pas de paupières. Il saignait de ses intestins et il était constamment en proie à une douleur atroce. Mais il était en vie. La perte massive de sang et les transfusions répétées avaient un effet secondaire. Le cœur d'Uchi battait à plus de 120 battements par minute, le même rythme que s'il courait un marathon. Le stress sur son cœur était immense. Et puis il s'est arrêté. En raison de l'absence d'un ordre de ne pas réanimer, l'équipe médicale était légalement obligée de faire de son mieux pour le ramener à la vie et a donc rapidement effectué un massage cardiaque. Son cœur a recommencé à battre, mais s'est ensuite arrêté immédiatement. L'équipe a administré des médicaments cardiotoniques pour les aider et après avoir arrêté et commencé 3 fois, il était revenu à un rythme régulier mais très rapide. L'arrêt et le redémarrage du cœur d'Uchi ont affecté négativement son cerveau et ses reins, entraînant un déclin de leur fonction. Quand la famille d'Uchi l'a appelé, il n'a plus aucune réponse et il était entièrement dépendant du matériel médical pour survivre. Alors que la famille d'Uchi n'avait pas encore abandonné, son corps racontait une histoire différente. Les cellules immunitaires d'Uchi étaient devenues anormales et attaquaient les globules blancs sains qui lui restaient. En peu de temps, il n'avait plus du tout de globules blancs. Même un simple rhume pourrait le tuer en quelques heures. La 81e nuit après l'admission d'Uchi, le docteur Mayakawa a rassemblé les membres de la famille dans une salle de visite et leur a conseillé que Hisashi Uchi
ne pouvait pas être sauvé et que si son cœur s'arrêtait à nouveau, il ne devrait pas être réanimé. La famille a signé un ordre de ne pas réanimer pour épargner à Uchi toute douleur supplémentaire. Le 83e jour, l'épouse et le fils de Uchi lui ont fait leurs adieux. Les médecins ont retiré son masque pour un dernier regard sur son visage. Et puis, lors de la 83e nuit de la lutte brutale de Hisashi Uchi pour la vie, son cœur s'est arrêté et il est décédé. Il est très facile de penser que Hisashi Ouchi a souffert bien plus longtemps qu'il n'aurait dû sans raison. Des internautes ont insinué que les médecins ont gardé Michael Schumacher en vie contre son gré pour tester des traitements expérimentaux alors qu'il suppliait de mourir. Certaines personnes font référence à cette photo dans leurs publications. Rien de tout cela n'est vrai, et cette photographie provient d'un manuel médical sur les victimes de brûlures. La vérité, c'est que le personnel médical a utilisé tous les outils de la médecine pour essayer de sauver la vie d'Uchi à la demande de sa famille. La vérité est qu'une simple erreur a fait la différence entre une journée normale de travail et la mort la plus atroce imaginable.